Les Gilets jaunes, on ira sur le terrain tout à l'heure, mais nous allons évoquer ceux qui nous donnent rendez-vous depuis 29 semaines maintenant. Avec moi, Laurent Cassio-Ory. Il vient de publier Flics et Gilets jaunes aux éditions Encre Rouge, c'est-à-dire qu'il a les deux casaques. On va voir comment cela est possible. Avec vous, Laurent Cassio-Ory, ce livre, comment peut-on être à la fois policier, gilet jaune? Est-ce qu'à un moment donné, vous oubliez la fonction qui est la vôtre, qui vous oblige théoriquement à une certaine neutralité? Vous vous dites, bah oui, mais nous aussi, les conditions de vie qui sont les nôtres nous rendent inacceptables le quotidien? Ou est-ce que c'est une sorte de compassion pour ceux qui sont dans la rue? Quelle est la démarche? Non, non, c'est une démarche purement personnelle. On a encore le droit de manifester à titre individuel. Non, c'est de la compassion. Je souscris à un certain nombre de revendications des Gilets jaunes, comme beaucoup de Français. Voilà. Je fais partie du pourcentage qui a soutenu les Gilets jaunes et j'ai manifesté au début en leur compagnie pendant les quelques premières semaines. Alors, comment peut-on être policier d'un côté et puis se retrouver face à ses collègues en tant que contestataire? C'est dur à vivre? Non, attendez, contestataire, à partir du moment où vous... Non, je dis contestataire, voilà. Oui, parce que vous êtes manifestant, entre guillemets. À partir du moment où vous manifestez tranquillement, non, mais... je n'ai jamais été opposé. J'ai vu le travail des policiers, des collègues, ça c'est sûr. Mais je me suis retiré dès lors qu'il y avait des échauffourées, bien évidemment. Non, mais c'est... mentalement, se retrouver face à ses collègues, est-ce qu'il y a une sorte de petite tension interne en vous disant... Non, c'est jamais allé jusque-là. De manière, je passais même les saluer, hein, la plupart du temps à Bordeaux, donc comme ils me connaissent tous. C'est parce qu'il y a une sorte d'image. Enfin, je dirais que nous sommes, les hommes de l'information passant par l'image. Et quand on la voit, cette image, d'un côté, il y a ceux, même pacifiques, comme on les a vus tout à l'heure et qu'on les reverra peut-être dans un instant. Et puis face à eux, je dis face à eux, parce qu'on est face à face. Non, mais on a été, c'est ce que j'écris dans le livre, on a été utilisé par les pouvoirs. On s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume. Donc il a bien fallu... alors, il y a les positions syndicales qui en ont profité pour renégocier des négociations, entamer des négociations et aboutir sur des négociations salariales pour des primes. Mais au final, il y a eu quand même beaucoup de violences. Et probablement, et très probablement, des violences policières qui sont quand même... il y a des gens qui se sont retrouvés infirmes à vie. Il va falloir se poser la question. Et maintenant, la responsabilité est à qui? Elle est principalement, il va falloir que les collègues en prennent conscience. Ils se sont engagés là-dedans par la force des choses. La responsabilité est individuelle. Hein. On va peut-être pouvoir renvoyer cela au niveau de la hiérarchie. Mais hiérarchie, c'est pas elle qui a tiré au LBD dans la tête du passant qui passait et qui a rendu infirme la personne. Il y avait également deux motards, en l'occurrence, qui se retrouvent sous une menace. Est-ce que là, pour ceux qui les accompagnent, qui sont témoins, il n'est pas difficile de garder son sang-froid? Est-ce qu'il n'y a pas une fureur naturelle qui nous vient? On n'est pas avec... Non, mais en France, on est habitué à pas sortir son arme de service n'importe comment. Là, c'est pas une arme de service. Non, mais si, dans les cas que vous le citez... Le cas il a sorti son Six Sauber. Hein. Voilà, il a sorti son arme de service. Donc il a gardé son sang-froid, il a préféré reculer et s'en aller, à juste titre. Non, mais 95% du travail policier a été remarquable. Il va se poser la question maintenant des blessés et des infirmes à vie, je vous le dis. Il va se poser un gros problème parce que les gens en face ne vont pas se laisser faire, à juste titre, hein, quand vous êtes blessé, alors que vous ne manifestiez pas forcément, vous n'aviez pas d'agressivité particulière, ou en tout cas il n'y a pas d'éléments qui prouvent que, et vous avez été atteint d'un tir de LBD en pleine tête. On va pouvoir se réfugier derrière la hiérarchie et derrière le politique, mais c'est le collègue qui va être pris à partie au niveau qui va être justiciable. Quand on parle des Black Blocs et autres, ceux qui viennent attiser le feu, c'est le rôle qu'ils s'assignent d'ailleurs. Ils font en sorte qu'il y ait cette incandescence. Et après, les uns et les autres ne sont plus tout à fait humains. C'est le mouvement de foule qui l'emporte. Non, mais le problème, c'est que parmi les personnes qui ont été gravement atteintes, vous avez personne des Black Blocs. Eh oui.
savez, c'est ça le problème. Je veux dire, il va falloir l'expliquer. Hein. Est-ce que le policier s'est senti en danger mortel pour pouvoir répliquer et tirer en pleine face? Et puis en même temps, il y a la répression au niveau des Black Blocs ou des groupes d'extrême gauche extrêmement violents, très radicalisés et qui font usage de la violence à tout bout de champ, n'ont quasiment ou peu été inquiétés. Donc il va falloir réfléchir un petit peu à tout ça. On a un problème, il y a vraiment un problème de renseignement ou il y a un problème de contrôle de ces groupuscules radicaux de gauche en France qu'on instrumentalise. Gauche ou d'extrême droite, parce que oui, en l'occurrence, durant tous ces mois de manifestation, visiblement, c'était essentiellement des groupuscules d'extrême gauche. Ils ne sont pas interdits. On les connaît. Hein, ils ne sont pas interdits d'ailleurs. Ils intervenaient déjà dans les manifestations précédentes, la loi El Khomri, et on a tendance à les laisser faire en France, et c'est regrettable. Et c'est ce que les gilets jaunes qui ont été blessés vont rétorquer. Nous, on s'occupe de nous, mais on laisse faire tous ceux qui commettent véritablement des exactions. Et c'est un petit peu dommage. Lorsque l'on est policier, que l'on a cette opération de vérification de sécurité, oui, que l'on ouvre les sacs, oui, et que l'on est confronté à des boules de pétanque, à différents engins, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui monte en vous et qui fait que vous êtes un peu déjà dans une récrimination par rapport à celui qui va se dresser devant vous? C'est une interpellation classique, c'est un délinquant. L'individu devient un délinquant. Mais ça, vous pouvez le multiplier pour toutes les sortes de délinquances auxquelles on est confronté. Ça, c'est pas particulièrement... ça ne va pas particulièrement amener de l'attention. Non, je ne pense pas. Comment vous le vivez, vous, alors dans un autre registre de la police? Est-ce que vous vous dites, oui, il faudrait sans doute que l'on puisse avoir quelques petits trucs, quelques éléments pour pouvoir être plus en sécurité, plus également même plus sagace dans l'intervention face à... quand vous devez intervenir sur... On ne peut pas s'adapter. La formation ne peut pas former à tout. Il y a une partie que vous apprenez sur le terrain. Puis on est très habitué à s'adapter. Alors effectivement, vous avez raison, c'est une piste à creuser, mais phénomène exceptionnel, réponse exceptionnelle. On a mis tous les flics de France sur le terrain. Donc fatalement, il y a eu des comportements qui n'étaient peut-être pas forcément adéquats, mais bon, voilà. Donc, à partir du moment où vous mettez tous les flics de France sur le terrain, il y en a un certain nombre qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, qui est dévolu essentiellement au CRS. Et aux gendarmes. Oui, aux gendarmes mobiles, voilà. Oui, aux forces de l'ordre mobiles. C'est deux catégories différentes. Hein. Et nous, c'est la partie investigation, c'est-à-dire que vous réceptionnez l'individu qui a été placé pour lequel vous allez prononcer une mesure de garde à vue, et ensuite vous montez le dossier. Bon, apparemment, il y a très nombreux collègues qui se sont retrouvés avec des gardes à vue complètement illégitimes. Je veux dire, on ramassait un petit peu tout et n'importe quoi. Alors bon, c'est un petit peu dommageable. Encore une fois, j'emploie ce terme, dans l'esprit républicain, on s'est retrouvé avec il y a eu de nombreuses de gardes à vue qui ont été cassés. Enfin, les gens ont été remis en liberté au bout de 8, 12, 14, 20 heures, voire même 36 heures avec une prolongation de garde à vue. Puisqu'il n'y avait aucun élément qui permettait d'interpeller ces gens-là. Comment on se requin? Comment on se régénère? Est-ce qu'il y a une idée de fraternité comme on trouve dans les commandos de l'armée, par exemple? Alors ça existait auparavant et ça l'est de moins en moins, du fait de cette administration qui est sur la pente descendante. Hein, je veux dire, j'en parle dans le livre justement. Hein, donc il y a un certain nombre de choses qui sont pas admissibles. Vous savez que dans la boîte, il n'y a pas de direction des ressources humaines. J'aime bien quand on dit la boîte. Dites comité d'entreprise digne de ce nom. Dites comité d'entreprise digne de ce nom. Il n'y a pas de direction des ressources humaines. On est au cœur de l'humain. On fait de l'humain. Nous sommes des humains confrontés à des problèmes humains énormes et il n'y a pas de direction des ressources humaines. Alors, avant de pondre des mesures un petit peu farfelues, ils ont fait ça. Le gouvernement a fait semblant un petit peu de cautériser la plaie, vous voyez. Mais il y avait quand même des mesures beaucoup plus importantes à prendre et une DRH avec des process modernes, avec un suivi de carrière des fonctionnaires. Voilà ce qu'il faut. Très bien, merci beaucoup. Bien, on découvre tout ça dans vos livres. Hein. La police m'a tué, Laurent Cassio-Ory, et le dernier,
Flics et les gilets jaunes. Comment on peut être d'un côté et de l'autre. C'est passionnant, c'est aux éditions Encre Rouge.